Vous avez déjà entendu ce bruit. C'est le bruit du 50 Hz, la fréquence du réseau électrique. Certains appareils, comme les vieux transformateurs, vibrent à la fréquence du réseau et créent ce bruit. 50 Hz, ça vient de la vitesse des générateurs qui fournissent l'énergie du réseau, 1500 ou 3000 tours minute en général. Ce qui veut dire qu'à tout moment dans le pays, dans l'Europe entière, des milliers de générateurs tournent pour fournir l'énergie du réseau. C'est un mouvement continu, commun, régulier, destiné à ne jamais s'arrêter. C'est beau putain, c'est sûrement la plus grosse machine que l'humain n'ait jamais inventée. Dans les années 90, la thématique du développement durable fait son apparition et l'État décide de créer une agence qui sera chargée de s'occuper de la politique environnementale et énergétique dans sa globalité. L'ADEME ne s'occupe donc pas uniquement de l'énergie, mais de tout un tas d'autres trucs, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler rapidement pendant mon dernier épisode sur la récupération. Comme toute agence publique, l'ADEME écrit chaque année une pétachier de rapports que personne ne lit. Parmi eux, le rapport final intitulé « Vers un mix énergétique 100% renouvelable en 2050 », qui va traiter de la possibilité d'avoir une production électrique 100% énergie renouvelable à l'échelle de la métropole française. Cette vidéo traite d'un sujet important et c'est aussi pour moi un exercice. En effet, j'ai envie de vous décortiquer de temps en temps des rapports. Le but n'est pas de faire un résumé neutre, mais de passer à la moulinette le rapport et d'en sortir ce que je juge important par rapport à la thématique de ma chaîne. Je vous le rappelle, je ne suis ni journaliste ni scientifique. Ce que vous allez voir est un petit peu le raisonnement qu'on peut avoir en tant que citoyen quand on s'intéresse à un sujet. La quasi-totalité des sources sont dans la description. Vous aurez aussi sur cette vidéo des chiffres venant de RTE pour Réseau de transport d'électricité, ainsi que des chiffres du syndicat des énergies renouvelables. Je sais que la transition énergétique touche toutes les énergies, mais j'ai choisi de parler de l'électricité parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc à chaque fois que vous entendez transition énergétique, comprenez transition énergétique électrique. Donc le rapport est le fruit de 14 mois d'études et il cherche à répondre à la question suivante. C'est possible de fournir assez d'énergie avec de l'eau, du vent et du soleil? Et combien ça va coûter tout ça? Enfin, je suppose que c'est comme ça qu'ils ont dû en parler pendant les réunions de travail. Il répond donc à la problématique de la faisabilité technique et du coût d'un parc 100% énergie renouvelable, ou ENR comme on dit. Le rapport ne se fixe pas pour objectif de prendre en compte la transition, c'est-à-dire de basculer du mix d'énergie que nous avons actuellement vers un mix ENR. Il ne calcule pas non plus les externalités telles que l'impact sur l'emploi, les bénéfices ou déficits sociétaux en général, qui engendrerait un basculement sur les ENR. Le rapport ne fait pas non plus le café et ne garantit pas le retour de l'être aimé, c'est une étude scientifique, elle a donc un cadre et des limites. La première chose que le rapport fait, c'est de calculer la puissance théorique en énergie renouvelable disponible sur le pays. C'est un calcul qui prend en compte les données météo sur une période de 3 ans et qui simule l'énergie qu'on arriverait à produire si on installait de partout des éoliennes, des panneaux solaires, des hydroliennes, etc. Le tout dans les zones où c'est possible, c'est-à-dire hors habitation, sauf pour les panneaux solaires sur les toitures, et hors zone protégée, etc., etc. Quand on en arrive là, on sait si on peut continuer ou pas. S'il n'y a pas la production théorique nécessaire pour alimenter le pays, ça veut dire que même dans les conditions optimales, il est impossible de fournir assez d'énergie. Eh ben non, il n'y a pas la production nécessaire. Allez, salut! Oui, bon, ok, on a une production théorique de 1268 TWh si on prend 2013 pour année météorologique de référence, soit 3 fois la demande qui est estimée à 422 TWh. TWh, ça fait beaucoup. 1 kW, c'est à peu près ce que consomme un aspirateur. Un radiateur classique consomme entre 2 et 4 kW. Le kilowatt par heure ou le mégawatt par heure est une unité de quantité d'énergie, alors que le kilowatt ou le mégawatt, c'est de la consommation en temps réel. Si un aspirateur de 1 kW fonctionne pendant 1 heure, il aura consommé 1 kWh. Je pense que jusqu'ici on est bon. Un radiateur de 3 kW consomme en 2 heures 6 kWh. Un PC fixe de base sans l'écran c'est environ 200 ou 300 watts, donc 0,3 kWh. Si je le laisse tourner 24 heures sur 24 pendant un an, ça me fera 2628 kWh, soit 2,6 MWh. À 0,15 centimes du kWh, on est proche des 400 € d'électricité par an. Normalement, c'est à ce moment-là que vous vous dites « Ah ouais, quand même !» Bon, maintenant que vous maîtrisez le truc, la France a consommé en 2015 475,4 TWh. Si on revient sur le rapport de l'ADEME, la puissance théorique instantanée en énergie renouvelable par région est celle-ci. On voit la puissance disponible par région et son découpage en fonction des filières. Le jaune, c'est les panneaux solaires, le vert, c'est l'éolien. À partir de ces données, l'ADEME a créé un modèle, un scénario de référence qui est composé d'un parc d'énergie renouvelable varié et réaliste. On va parler de puissance installée. Une éolienne par exemple fait entre 1 et 3 MW, mais elle ne fournit pas tout le temps cette puissance maximale. Il ne faut donc pas confondre puissance installée et puissance réelle fournie. Pour comparaison, une centrale nucléaire produit de 900 à 1500 MW pour la plus grosse, c'est-à-dire l'EPR,
Une éolienne, c'est entre 1 et 3 MW. Les champs de panneaux solaires, c'est de 1 à 80 MW environ pour les plus gros en Europe. On trouve des installations beaucoup plus grandes aux États-Unis, comme la Topaz Solar Farm, de 550 MW. Un barrage est très variable, de quelques mégawatts à plusieurs centaines en fonction de la taille. Les filières ENR du scénario de base sont les suivantes, divisées en deux catégories avec les puissances installées en gigawatts, donc 1 gigawatt égale 1000 MW. La partie non pilotable qui comprend les éoliennes terrestres, dites d'ancienne et de nouvelle génération, pour 96,5 gigawatts, les éoliennes en mer, flottantes et posées, pour 10 gigawatts, la filière marine, houleau moteur, hydrolienne et marémotrice, pour 0,4 gigawatts, les panneaux photovoltaïques, au sol et sur toiture, pour 63 gigawatts, la filière hydraulique non pilotable, c'est-à-dire les turbines au fil de l'eau, pour 7,6 gigawatts. La deuxième catégorie est nommée pilotable, qui comprend la cogénération bois pour 3 gigawatts, la méthanisation pour 1 gigawatt, le solaire thermodynamique à concentration pour 1 gigawatt, les centrales hydroélectriques à réservoir pour 13,2 gigawatts, que franchement on pourrait appeler barrage comme tout le monde au lieu de sortir des mots savants, genre je m'y connais. C'est bon quoi, c'est une réserve d'eau avec une turbine. Hein. Encore heureux qu'on reste simple avec les autres systèmes de production, genre éolienne. Non mais n'importe quoi, c'est pas éolienne, on dit aérogénérateur. Et centrale nucléaire? Ah, mais c'est désespérant. C'est CNPE pour Centre Nucléaire de Production d'Électricité. Putain, je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire une vidéo sur YouTube, quoi. Sérieusement. Alors, je suis tout seul à tenir la caméra, bien sûr. C'est vachement sécure, sinon. Ce serait pas drôle. Reste ici, toi. Voilà. Non, pas comme ça non plus. Pourquoi pilotable et non pilotable? Parce que vous pensez que c'est facile la vie? Qu'on peut produire de l'énergie quand on veut, comme ça? Eh ben non, ça se passe pas comme ça la vie. Les ENR donc, c'est chiant. Parce que ça produit quand ça veut. Enfin, presque. Le non pilotable produira quand il y a les conditions favorables. Une éolienne par exemple tourne quand il y a du vent. Et un panneau solaire ne fait pas grand chose quand il y a des nuages ou la nuit. Mais comme une éolienne coûte dans les 1 ou 2 millions d'euros et que les panneaux solaires ne sont pas donnés, on réfléchit bien au rendement de l'installation en fonction des données météorologiques sur plusieurs années. L'emplacement est choisi avec soin. Si on compare à la puissance installée du pilotable et du non pilotable, on arrive à 10 fois plus de puissance pour le non pilotable. Concrètement, le scénario de base se passerait comme ça sur une période de froid. Ici, la simulation est faite à partir de données météo de janvier 2013. En ligne noire, on a la consommation du pays. Les courbes représentent la production empilée des différentes énergies renouvelables. On remarque que la production ne suit pas la consommation, elle fait ce qu'elle veut, donc ça va pas. Non, parce que là, il n'y a pas assez. Donc comment on va faire? C'est la fin du monde? On se calme. Pour que le mix énergétique fonctionne bien, il nous reste à voir un truc. Le stockage. Stockage énergétique, donc, il y a 3 filières, divisées en 3 parties, de la plus courte capacité à la plus longue. Le stockage, sur 6 heures, qui peut être des batteries ou de l'air comprimé, les STEP, pour stations de transfert d'énergie par pompage, ou autrement dit remplir des barrages vides, avec une durée de décharge de 32 heures, et enfin le clou du spectacle, le stockage intersaisonnier, parce qu'on appelle le power to gas et le gas to power, capable de tenir d'une saison sur l'autre, d'où le nom, intersaisonnier. Oui, j'ai bien parlé de gaz. On crée un gaz synthétique via un procédé chimique avec l'électricité produite en plus. Cette opération est appelée power to gas. Énergie vers gaz. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on brûle ensuite le gaz pour faire tourner des turbines quand on a besoin d'électricité, ce qu'on appelle le gas to power. Gaz vers énergie. Tout va bien, c'est legit. Cette technique a de nombreux avantages. Premièrement, le gaz synthétique peut être brûlé dans des centrales qu'on a déjà. Ensuite, on a déjà les systèmes de stockage et de transport du gaz. Donc ça fait ça en moins à construire. Et en plus, le rendement est pas trop mal. Le gaz peut être aussi utilisé pour faire de la chaleur ou pour le transport. Alors, ça brise un petit peu l'idée qu'on se fait des ENR. On va utiliser une technique qui émet du CO2 pour stocker de l'énergie. Oui, c'est à prendre en compte, surtout qu'on nous a vendu pendant des années le nucléaire comme une source d'énergie sans carbone. Si les 3/4 de notre électricité n'était pas nucléaire, il faudrait extraire de notre sol 80 millions de tonnes de pétrole. T'imagines ? Sans l'électricité nucléaire, il faudrait importer l'équivalent de 300 super pétroliers. Les années 90. Mais revenons à notre graphique. Si on rajoute l'apport d'énergie du stockage et à l'inverse la dépense d'énergie pour stocker, on complète le graphe de consommation. On trouve aussi les exports vers d'autres pays, le pompage des steppes et la création de gaz. La pointe en début de mois, c'est un surplus de production non utilisé. L'ADEME montre que son scénario permet sur l'ensemble de l'année de répondre à la demande. D'une part parce qu'il y a le stockage, ce qui permet de boucher les trous de production, et d'autre part parce que c'est un mix de différentes énergies, ce qui fait qu'il y a toujours une production de quelque chose.
En effet, le rapport montre que sans un réseau de transport électrique solide, certaines régions sont obligées de surdimensionner leur parc de production. Les échanges d'énergie ont été modélisés, ce qui donne la carte de droite par rapport à celle de gauche, qui est l'état des échanges actuels. Bref, le rapport montre qu'il est tout à fait possible de produire de l'électricité 100% énergie renouvelable. Ok, mais ça va prendre de la place tout ça. Effectivement, il va falloir installer beaucoup de panneaux solaires et des dizaines de milliers d'éoliennes. Ben voilà, elles sont là ces fameuses éoliennes. Ah, c'est pas trop tôt, j'ai réussi à les trouver. Bon, on va s'approcher un petit peu et on va voir un peu de près la gueule que ça a. Alors combien exactement? 60 000 sur la terre et 5 000 sur la mer. L'éolien offshore est certes plus stable, mais il coûte aussi plus cher. À l'heure actuelle, on en est à environ 10 000 éoliennes d'après le syndicat des énergies renouvelables. La courbe de progression de la puissance installée en éolien a dépassé les 10 000 MW entre 2014 et 2015. Ce qui nous amène à une question. Sommes-nous prêts à accepter 50 000 éoliennes de plus d'ici 10 ou 20 ans? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Le plus important est le taux de charge, car comme je l'ai expliqué, une éolienne ne produit pas à fond toute l'année. Sur l'ensemble du parc actuel, le taux de charge est celui-ci. En vert, on a le taux de charge, et en bleu, la puissance fournie en gigawatts. Ce qui tombe bien, c'est que le taux de charge est au maximum, c'est-à-dire qu'il y a le plus de vent, en période hivernale, donc pendant le moment où on demande le plus d'énergie. Bon bah alors je suis sous une éolienne, hein, donc voilà, ça ressemble à ça. On a de la chance parce que c'est la seule qui tourne dans le coin. Donc ce genre d'éolienne, je pense que c'est à peu près 2 ou 3 mégawatts. Comme ça, à vue de bidouilleur, je dirais que c'est 2 ou 3 mégawatts. Et je vous avoue que de près, c'est quand même super impressionnant. Ça fait flipper même. J'ose pas aller au pied de l'éolienne parce que ça fait vraiment flipper. Mais bon, c'est de l'énergie renouvelable, donc c'est cool. Pour les panneaux solaires, une partie est installée sur les toits, l'autre sur le sol dans des fermes de production. En 2016, on atteint les 6547 MW raccordés au réseau. Et le rapport de l'ADEME prévoit 63 000 MW d'installation solaire pour le scénario de référence, soit 10 fois plus qu'à l'heure actuelle. Le solaire produit entre 5 et 20% de la puissance installée, le maximum étant en été, ce qui est logique. En revanche, la production peut beaucoup varier sur une journée. Il suffit qu'un nuage passe et la production fluctue, comme le montre ce graphique. La courbe bleue montre la variation de production sur une journée pour une installation isolée. La courbe verte est celle de la variation sur la région et la courbe violette, la variation à l'échelle du pays. Les variations de production sont donc lissées à l'échelle nationale. Pour l'hydraulique, nous avons actuellement 25 468 MW installés, répartis selon ce schéma. 40% provenant des lacs, 18% dans les steppes, qui sont les systèmes de stockage, 26% en fil de l'eau, 16% en écluse. Le rapport de l'ADEME prévoit quant à lui en 2050 environ 21 000 MW d'installation, ce qui correspond à ce qui existe actuellement, moins les steppes. Bref, je pourrais expliquer dans le détail comment fonctionne chaque source d'énergie, mais c'est pas le but de cette vidéo. Du coup, ça va coûter combien tout ça? Le rapport estime que son scénario de référence, 100% énergie renouvelable, coûterait 50,4 milliards d'euros par an. Voilà, ça vous fait une belle jambe. Pour comparer ce qui est comparable, il faut prendre le coût de revient au mégawattheure produit hors taxe. En 2014, d'après le rapport de l'ADEME, le prix de revient de la production française est de 92 € du mégawattheure. Ça c'est pour le coût de l'électricité actuelle, sans prendre en compte les taxes, sauf la CSPE, et sans prendre en compte la marge commerciale. Vous payez environ 40% plus cher au compteur. Le coût du scénario de référence 100% ENR calculé dans le rapport est de 119 € du mégawattheure, soit une augmentation de 30% environ. 30% de plus pour avoir un mix 100% énergie renouvelable, sans être indolore, c'est dans les marges acceptables. Contrairement à ce qui est raconté à propos des énergies renouvelables. On peut lire et entendre tout et n'importe quoi à propos du prix des ENR. Le problème, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. L'outil qui sème la panique dans de nombreux débats est le LCOE, qu'on peut traduire par coût actualisé de l'énergie. C'est une méthode de calcul qui prend en compte la durée de vie de l'installation, son coût d'entretien, le prix du combustible et de construction. Il s'exprime en euros par kilowattheure ou en euros par mégawattheure. Le LCOE est calculé avec différents taux d'actualisation, méthode qui sert à comparer actuellement les dépenses futures. Par exemple, pour l'EPR en France, l'OCDE estime que le coût actualisé de l'énergie est entre 50 $ avec une actualisation de 3% et 115 $ du mégawattheure avec une actualisation de 10%. La CRE, Commission de régulation de l'énergie, montre l'évolution du LCOE d'un parc éolien en fonction de la durée de production sur une année. Si on prend la situation intermédiaire, qui est la barre orange, le coût peut varier de plus de 100 € du mégawattheure pour 1600 heures de production par an, à moins de 60 par mégawattheure pour environ 2800 heures de production. Plus l'éolienne va tourner dans l'année, plus son prix de revient au mégawattheure va baisser, logique.
Dans le rapport de l'ADEME, on trouve page 73 le tableau récapitulatif du LCOE par filière en 2050. Je me suis permis de passer les chiffres en mégawattheure. Comme on le voit, l'objectif est de plafonner au max aux alentours des 100 € du mégawattheure et bien sûr de passer le plus possible en dessous. Cet indice varie énormément en fonction de nombreux facteurs. Il est donc facile de regarder le LCOE moyen d'une filière, par exemple l'éolien offshore, et de décréter que c'est beaucoup trop cher, donc à chier. On entend dire que si le renouvelable est aussi rentable, voire même plus que le nucléaire, c'est parce qu'il est subventionné. Du coup, il faut que j'explique le principe de la CSPE. Et c'est là que je perds 90% du public. Ça m'apprendra à pas vouloir faire des tops. La contribution au service public de l'électricité est une taxe que vous payez sur vos factures depuis 2004. Elle sert d'une part à financer la diminution des inégalités, par exemple pour avoir un prix de l'électricité acceptable dans les dom-toms, ou aider les ménages en situation de précarité. L'autre objectif est de financer les énergies renouvelables. Le truc, c'est que la CSPE a légèrement augmenté depuis 2004, plus 500%. Voilà. Ça fait un petit peu mal quand même, je trouve. Il est quand même légèrement contradictoire de financer l'énergie renouvelable via une taxe sur l'électricité, faisant augmenter le prix du kilowattheure, donc créant un avantage pour les autres énergies, comme le pétrole. Alors que le but, à l'origine, c'est de privilégier les énergies renouvelables, pour éviter d'avoir recours à du pétrole, justement. Au-delà de cette remarque, la CSPE a été mise en place à l'arrache. Le prix de rachat de l'électricité a été très élevé pendant des années, ne suivant pas la baisse du prix des installations. Cela s'est traduit par une explosion de la taxe pour compenser le rachat obligatoire de l'énergie. Erreur depuis corrigée, mais dont on subit encore les effets. L'argument principal contre les ENR serait qu'elles ne sont pas forcément rentables et qu'elles le sont que grâce à la CSPE, c'est-à-dire aux subventions des pouvoirs publics. Toujours est-il que si oui, la CSPE finance les ENR, le prix de rachat d'électricité n'est pas délirant. Si, comme certains le disent, les ENR coûtent en réalité 200 € du mégawattheure, pourquoi le coût de rachat de la filière éolienne est de 89 € et la moyenne globale de rachat de toute énergie confondue est de 139 € en 2015 ? Toutefois, je ne peux pas dire si la CSPE est le meilleur moyen de financer les énergies renouvelables. C'est toujours pareil, il y a la théorie et la pratique. En pratique, on se rend compte que ceux qui touchent le plus de subventions et d'aides sont ceux qui connaissent bien les mécanismes, qui apportent les bons mots-clés et qui savent correctement monter les dossiers, soutenus par des lobbies actifs, au détriment de ceux qui proposent des solutions techniquement meilleures, mais qui sont des quiches en communication. Ceux qui ont déjà répondu à des appels à projets en savent quelque chose. Mais bon, on touche ici à un des défauts majeurs de notre système politique, qui malheureusement dépasse de loin la transition énergétique. Équilibrer la production en fonction de la consommation et des gisements disponibles sur le pays, c'est pas évident. Le rapport de l'ADEME montre que c'est techniquement possible, ce qui est la première question à laquelle il devait répondre. Pour le prix estimé en 2050, en revanche, il faut bien parler des limites de cette étude. La production estimée pour 2050 est de 422 TWh, ce qui est super bas. Comme on l'a vu, la consommation de 2015 est de 475 TWh. Le rapport part du principe qu'une politique efficace de réduction de la consommation sera faite, mais le coût de cette politique n'est pas pris en compte, car ce n'est pas l'objet de l'étude. Pour comprendre ces fameux 422 TWh en 2050, il faut aller lire les documents que personne ne lit, les annexes. Et c'est là qu'on apprend que les perspectives de consommation se basent sur le débat national sur la transition énergétique. En 2013, au début du mandat de Hollande, un grand débat a été lancé sur la transition énergétique. Et impossible de retrouver les traces officielles du débat, le site a disparu et je retrouve pas les rapports des groupes de travail. 14 mois de boulot quand même, et plus aucune trace. Bref, voici un tableau intéressant. C'est un comparatif de plusieurs études sur la réduction de la consommation en 2050. Ce tableau est extrait du groupe de travail 4 du débat sur la transition énergétique. Et j'ai vraiment galéré pour le trouver, J'ai l'impression que toutes les traces de ce débat ont disparu. Mais vous m'aurez pas comme ça. Parce que je l'ai trouvé, ce putain de rapport. On trouve donc un résumé de toutes les études qui ont été faites en 2013 sur l'avenir énergétique du pays. La courbe rouge représente une trajectoire où on n'a pas eu de politique particulière sur la réduction de la consommation. On est donc à presque 900 TWh en 2050, soit le double actuel. Cette demande serait assurée par de nouvelles centrales nucléaires. A l'inverse, la courbe orange est la trajectoire de sobriété énergétique. En gros, on économise à mort. C'est le scénario négawatt que je vous conseille d'aller voir. Les deux autres sont aussi des scénarios de baisse de la demande plus ou moins poussés. La courbe bleue visant l'efficacité énergétique et la violette vise la diversification, avec un mix mi-nucléaire, mi-ENR. Il faut préciser que c'est la consommation brute qui est représentée. On peut donc enlever quelques pourcents pour arriver à la consommation réelle. Il me semble que le scénario officiel retenu par le gouvernement Hollande est la trajectoire de diversification, avec pour objectif 50% de nucléaire et 50% d'énergie renouvelable, dans une production qui serait d'environ 600 TWh en 2050.
C'est un compromis en somme, on baisse la consommation mais pas trop, on augmente les énergies renouvelables mais pas trop. Pour son étude 100% énergie renouvelable, l'ADEME coupe la poire en deux et estime que la consommation en 2050 sera entre 400 et 500 TWh. Ainsi, le rapport se base sur une estimation de la consommation en 2050 qui estime qu'on aura significativement baissé la consommation énergétique. Le plus gros problème de la consommation française, c'est que le secteur résidentiel est le plus gros poste de consommation pour 150 TWh environ. Et 56% de ces 150 TWh, c'est du chauffage électrique. Or, qui dit chauffage électrique dit grosse variation de la consommation en fonction de la température. On appelle ça la thermosensibilité. En 2015, elle était de 2400 MW par degré. On perd 1 degré sur l'ensemble du pays, la consommation augmente de 2400 MW. Ça fait 2 réacteurs nucléaires, ou un peu plus d'une DeLorean. Le chauffage électrique, entre nous, il a tellement d'avantages. Ouais, ça fait mal. Pour bien voir le problème, voici la consommation pendant la vague de froid qui a eu lieu en 2012. En violet, vous avez la consommation globale, et en noir, la part thermosensible. Bref, en gros, le chauffage électrique, c'est le premier problème actuel, et c'est aussi le plus gros problème pour faire une transition énergétique. Voici la consommation tirée du site RTE sur une semaine de janvier 2017. On a une variation d'environ 25 000 MW. Avec le mix énergétique actuel, on va commencer par vider les barrages, ce qui va encaisser une bonne partie de la variation de la consommation. Le pétrole, le charbon et le gaz viennent encaisser la consommation sur une période plus longue. L'éolien file un coup de main quand il peut, et on notera le solaire qui fait son trou le matin et file un petit coup de pouce. Le liseré vert kaki, c'est la bioénergie, et en vert clair, on a l'ultime secours, les imports d'énergie. Bien sûr, il n'y a pas que le chauffage électrique, on peut aussi parler de la consommation dans l'industrie, de l'eau chaude qui peut être produite en solaire au lieu d'utiliser des ballons électriques, d'optimiser les bâtiments pour qu'ils soient plus rentables énergétiquement, etc., 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 etc. Et finalement, c'est ce qui fera que le rapport de l'ADEME est faux ou pas. La transition vers un mix 100% ENR ne se fera qu'avec une véritable baisse de la consommation. Le truc qui arrive en force, c'est les objets connectés. Alors ça, vous ne pourrez pas y échapper. Linky, on l'a conçu pour ça. Au lieu de créer suffisamment d'énergie pendant les heures de pointe, on va faire en sorte que la consommation diminue. L'effacement, c'est la logique utilisée pour éliminer ou reporter la consommation. On va envoyer des signaux sur le réseau qui vont être interprétés par Linky ou des boîtiers de commande tiers, et ces derniers vont piloter les appareils de la maison. Par exemple les chauffe-eau qu'on va couper en heure de pointe ou baisser la température de chauffage pendant une certaine période. Ce qui suppose d'avoir des appareils qui fonctionnent avec cette technologie, bien sûr, le compteur ne pèse pas le chauffage par la pensée. Il existe même des sociétés comme Voltalis qui sont accréditées comme étant acteurs d'effacement et qui sont rémunérées pour chaque kilowatt économisé. Elles sont considérées comme des fournisseurs d'énergie négative. Non mais en fait c'est très simple. Ces entreprises installent chez le consommateur un boîtier qui va piloter les appareils comme le chauffage ou le chauffe-eau. La société gagne ensuite de l'argent sur l'énergie économisée. En créant d'un côté un marché de l'économie d'énergie par le pilotage optimisé des maisons et en installant Linky de l'autre, on comprend que dans le futur, la solution sera de piloter à grande échelle la consommation. Alors je vais être clair, le pilotage de la charge est indispensable. Il faut baisser les pics de consommation. Mais c'est pas uniquement une question d'économiser de l'argent pour EDF, c'est aussi une question de bon sens. Mais il faut faire aussi attention aux dérives. Par exemple, la tentation serait grande de proposer des forfaits premium qui garantissent une puissance minimale toute l'année et un forfait premier prix qui fait varier cette puissance, imposant aux foyers modestes de faire des gros sacrifices en période de froid. Alors au bout de cette vidéo, que peut-on dire? Une transition énergétique est-elle possible? Ben... oui et non. Produire de l'électricité se fait avec un dispositif technique. Ce dispositif a des limites et on les connaît parfaitement. Le problème, c'est que cet aspect technique donne une sorte d'aura de neutralité scientifique à l'ensemble de la question de la transition énergétique. Le seul débat qui émane de cette question est de comparer les solutions techniques sur catalogue. Est-ce qu'on prend le nucléaire ou les énergies renouvelables? Combien ça va nous coûter? Quelles sont les émissions de gaz à effet de serre? Quels sont les risques environnementaux, etc., etc. Sauf que si la question technique pure est bien entendu importante, elle ne doit pas parasiter la question sociale au point de rendre le débat hors sol. La question qu'on peut et qu'on doit se poser, c'est a-t-on nécessairement besoin de consommer ce que nous consommons? Ce qui entraîne alors le débat suivant, peut-on consommer moins? Si oui, dans quelle mesure? Peut-on viser une baisse de consommation tout en gardant le même confort? Mais c'est quoi le confort? Par exemple, il existe une tendance aux tiny house, qui sont des maisons minuscules. C'est vu comme un art de vie à part entière. Économiser l'énergie est même devenu une obsession pour certains, par nécessité financière, par conviction écologique ou par volonté d'autonomie. Notre consommation, comme beaucoup d'autres choses, n'est pas quelque chose d'inéluctable, c'est le reflet de notre société. Et si on ne peut pas dicter la conduite de chaque individu, et heureusement, parce que sinon ça serait très inquiétant, on peut créer des tendances. C'est long, c'est chiant, et parfois c'est récupéré pour d'autres fins, mais c'est possible.
Ainsi, je pense que la question de l'énergie renouvelable est indissociable de la question de la consommation, et à travers elle, de la question sociale. Quand on parcourt le rapport de l'ADEME, on se rend compte que l'énergie renouvelable pose en elle-même un nouveau paradigme. Il s'agit d'une autre manière de fonctionner, beaucoup plus interconnectée, beaucoup plus en réseau. Basée sur des milliers de petites unités, de l'autoproduction au parc éolien de grande envergure, c'est un modèle radicalement différent de celui que nous avons à l'heure actuelle. Actuellement, nous empilons les unités de production pour répondre à la demande. L'endroit de production n'est pas déterminant sur le type de production et sa régularité. Une centrale est dimensionnée par rapport à une demande et un taux de disponibilité. Et finalement, le citoyen dans tout ça participe à des consultations publiques qui consistent en général à choisir la couleur des pots de fleurs devant l'entrée de la future centrale. L'énergie renouvelable s'intègre dans une logique micro-locale. Son emplacement, qui a un potentiel de production, est global, les régions ou le pays qui équilibre les charges. Les unités ne sont pas chères et l'autoproduction est possible. Ces conditions techniques sont optimales pour penser un bien commun de l'énergie. Il y aurait deux types de réseaux. Le réseau électrique, avec beaucoup plus de petites unités de production qu'à l'heure actuelle, et le réseau d'information décentralisé, basé sur des protocoles libres. L'intérêt de ces échanges d'informations est multiple. Équilibrage des charges, statistiques anonymes en temps réel, possibilité de choisir ce qu'on partage ou non, possibilité de multiples formes de gestion globale ou locale, pilotage de la demande respectueux de l'usager, etc., etc. Le livre The Self-Sufficient City explore les possibilités concrètes de biens communs. Il explique comment les villes peuvent s'inspirer d'Internet pour fonctionner en réseau en échangeant des flux, notamment l'électricité. À l'inverse du nucléaire, où la sûreté prime, ce qui donne des labyrinthes administratifs pour n'importe quel projet, et où l'information est disséminée au compte-gouttes, les ENR peuvent ne rien avoir à cacher, et sont beaucoup plus propices à l'expérimentation. Un commun est une organisation sociale et économique. Elle n'est ni l'État ni privée. C'est une organisation humaine qui gère une ressource rivale et non exclusive. L'électricité est une ressource rivale, c'est-à-dire qu'elle est limitée et la gérer de manière non exclusive signifie qu'on passe par une gestion collective. Donc pas par des entreprises privées ou par une entreprise d'État. Alors concrètement, on a des expérimentations comme Citizen Watt, le compteur connecté open source, l'Open Energy Monitor dans la même veine, ou encore le système en blockchain Daisy. Daisy est ce qu'on pourrait appeler un tiers de confiance décentralisé, c'est-à-dire qu'il peut de manière autonome et transparente garantir l'exactitude des échanges énergétiques entre producteurs et consommateurs, et ce sans qu'il y ait besoin de RDF. On sait faire ça, hein, c'est le même principe que le Bitcoin. J'en parlerai un jour de la blockchain. Un jour. Ces solutions peuvent servir d'opérateurs d'effacement. Actuellement, la solution est de passer par des entreprises qui installeront des systèmes de contrôle et seront rémunérées au kilowattheure économisé. Vu que le financement de ces opérateurs passe par la CSPE, donc par les services publics, pourquoi ne pas imaginer que le service soit assuré par des associations ou des entreprises non lucratives basées sur des systèmes sous licence libre. Vous pouvez aussi aller voir la European Commons Assembly qui parle de l'énergie comme un bien commun. L'autre aspect, c'est ce que nous pouvons faire en tant que maker. Il y a déjà des tonnes d'idées d'expérimentation qui vont de l'optimisation d'un objet pour qu'il consomme moins à des techniques d'isolation pour un logement entier. Il y a vraiment des choses à faire. Par exemple au niveau de la régulation énergétique pour créer des thermostats mieux foutus qui ne nous espionnent pas, ou encore de la gestion d'éclairage, etc., etc., etc. Évidemment, il y a aussi la question de l'autoproduction, qu'il ne faut pas confondre avec l'autarcie énergétique. Comment produire sa propre énergie? Comment fabriquer une éolienne? Comment stocker l'énergie à l'échelle d'une maison? Toutes ces questions seront l'objet d'une vidéo spécifique et j'espère la sortir rapidement. Petit détail à ce propos, il n'est pas interdit de produire sa propre énergie, ça c'est une légende urbaine. La question des communs de l'énergie n'est pas de trouver un système idéal, mais de s'approprier la question de la production. Actuellement, pour l'industrie du nucléaire et aussi pour l'industrie des énergies renouvelables, le consommateur reste un consommateur. Il consommera ce qu'on lui dit de consommer, il payera ce qu'on lui dit de payer. Si vous cherchez en quoi des mouvements comme les hackers et les makers peuvent être subversifs, posez-vous la question de la création d'un commun de l'énergie. Regardez les expérimentations, qui ont certes un impact pour l'instant anecdotique, mais qui existent. Regardez à quel point nous pouvons agir sur des sujets qui étaient a priori inaccessibles pour le commun des mortels il y a 20 ans. Et surtout, n'hésitez pas à imaginer d'autres manières de faire. Allez, on se dit à la prochaine.